Bonsoir Alain Mambankou, bienvenue à Conversation entre deux portes et je dirais même entre deux salons parce que là nous sommes entre deux salons littéraires. Nancy vient de se clôturer ce soir et le week-end prochain je pense que tu dois être à Besançon, donc entre tous ces voyages-là. Et conversation entre deux portes aujourd'hui. Comment te présenter? Bon, brièvement, Alain Mambankou, écrivain, professeur, prix Renaudot avec mémoire de Porc-Épic et aussi professeur à UCLA depuis plus de 20 ans maintenant, mais surtout professeur au Collège de France. Je m'arrête là. Et en dehors de la popularité et de l'homme de culture que tu es, puisque on a vu que tu as commis un documentaire et l'influence que tu as dans la littérature d'aujourd'hui, mais aussi dans la jeunesse africaine et la société africaine. Et on l'a vu notamment au salon, et puis partout où on te voit, il y a une amitié, une sympathie particulière de tout type de personnages. Voilà pour les présentations. Et pour conversation entre deux portes, la ville qui nous intéresse aujourd'hui, je pense Pointe-Noire, parce que les lumières de Pointe-Noire. Mais hier, après notre petite rencontre à Nancy, je suis rentré avec un air dans ma tête. Oh Brazzaville, que tu es belle, ma chérie. Les bantous de la capitale. Parce que dans tes livres, le cinéma, la bande dessinée, la musique et même la peinture peuplent tes romans autant que les personnages qui évoluent dans des milieux urbains. Oui. Donc là, je pense que je ne veux pas qu'on parle de Brazza, mais je préfère qu'on parle de Pointe-Noire. Oui. Parce que Brazza, tout le monde connaît. Alors, la question que je te pose, quelle est pour toi peut-être la bande-son de Pointe-Noire comme une introduction à cette conversation? Je pense que la bande-son de Pointe-Noire partirait déjà du fait que nous, les Ponténégrins, donc les habitants de ceux qui sont nés à Pointe-Noire et les habitants qui sont là-bas, nous, les Ponténégrins, on a le surnom de cette ville, c'est Ponton-la-Belle. Parce que Pointe-Noire, au nom de signifier, on a rajouté Ponton-la-Belle, sans doute pour essayer de concurrencer aussi Brazza-la-Verte. Oui. Donc Brazza est considéré comme la verte et Pointe-Noire est considéré comme la belle ville. Peut-être parce que les Ponténégrins ont une certaine idée de la beauté de la ville et qu'ils pensent que dans cette beauté, il y a déjà de la verdure. Oui. Et donc, dans ce sens aussi, à l'époque, quand j'étais enfant, j'écoutais une chanson, je pense que je l'avais probablement mis quelques paroles dans mon roman Les cigognes sont immortelles, quand j'ai parlé de l'histoire du Congo. Voilà. Il y avait une chanson qui s'appelait Ponton-sur-Mer. Oui. Où on vend la ville, on dit à l'ambiance, il y a cette sorte de ferveur publique, il y a cette sorte d'enthousiasme dans toute la ville. Et Pointe-Noire a toujours été présenté comme un endroit dans lequel on va faire sa richesse parce qu'il y a le port, oui. Il y a la proximité des pays qui sont à côté, à la différence de Brazzaville qui serait un peu enclavé de l'autre côté et n'aurait que de vue sur Kinshasa. Oui. Donc je pense que pour cela, Pointe-Noire demeure non seulement la capitale économique, mais surtout aussi la capitale où beaucoup pensent que leur rêve se réaliserait. D'accord, ok. Alors tout à l'heure, oui, ville portuaire avec ce que cela représente. Donc ça veut dire l'endroit où l'on part et l'endroit où les marchandises partent, la richesse part et arrive. Donc quelle est la caractéristique du port? Quelle est l'ambiance? Qu'est-ce que c'est que cette urbanité que le port de Pointe-Noire comment le port a-t-il façonné la ville, à ton avis? Oui, je pense que le port a façonné la ville à tel point que les activités portuaires
embauche une bonne partie de la population. D'accord. Parce qu'il y en a qui vont travailler pour les pêcheurs béninois qui sont là-bas. Il y en a d'autres aussi qui vont, les commerçants qui viennent s'approvisionner des poissons de mer. Mais en même temps aussi, le fait d'avoir une bande maritime comme ça pour nous a créé aussi un certain imaginaire dans la ville. On pense aussi que nos esprits les plus protecteurs sont enfouis dans l'eau, comme des témoins qui sont là pour nous protéger contre quiconque. N'oublions pas par exemple aussi que dans notre mythologie ponténégrine, on a toujours expliqué que si la mer était aussi salée, c'est parce que ceux qu'on avait arrachés pendant l'esclavage pour les amener du côté des Amériques avaient tellement pleuré que ces pleurs ont fini par saliner, j'allais dire, je ne sais même pas si le terme existe, a fini par saliner cette mer, a fini par donner un goût salé éternel à la mer. D'accord. Voilà, non seulement la ville a été façonnée par les mythologies, mais on a aussi l'impression que toutes les routes qui sont là s'orientent vers la mer. Donc, de sorte que l'activité principale de la population s'élève dans les quartiers alentours, les plus fonds, et on vient vers la mer. D'accord. Ce qui est intéressant, même, c'est que dans la topographie, on va remarquer que non seulement la mer est vraiment un peu plus loin de là-bas, mais c'est là aussi qu'il y a le centre-ville où se trouvaient à l'époque les Européens, mais qui continuent toujours à y vivre, où se trouvent toutes les ambassades, la maison de Gaulle. Tout avait été vraiment construit en se disant que la mer, c'était la substance même de cette ville-là. D'accord. Oui, donc Pointe-Noire, ville coloniale, puisque il y a donc cette façade maritime comme beaucoup de villes, je pense à Dakar, je pense à Douala, qui sont les villes portuaires, qui sont des villes dans lesquelles ce schéma de ville coloniale s'est développé. Donc d'abord la ville européenne qui exproprie les autochtones et les repousse un peu plus loin dans les terres. Et ce fonctionnement donc qui est encore aujourd'hui ancré dans le territoire de Pointe-Noire. Et donc voilà. Alors après la question qui pour moi est primordiale, c'est qu'aujourd'hui, comment les habitants de Pointe-Noire, avec cette mélancolie qui les caractérise, avec cette poésie qui les caractérise, puisque dire que ce sont les larmes des captifs esclaves qui sont partis de l'autre côté, qui ont donné le goût salé à la mer, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette mémoire, il faut que tout un chacun, même si tu nais 20 siècles après, il faut que tu saches cela. C'est cette mémoire qui constitue un peu ce que je pourrais appeler l'imaginaire ou même, mieux encore, la cosmogonie ponténégrine. Comment voyons l'origine du monde. En général, si vous allez là où il n'y a pas la mer, ces croyances vont se rabattre sur les cours d'eau moins importants, comme les petites rivières et dans une certaine grande échelle, le fleuve Congo du côté de Brazzaville. Mais ce que je voulais souligner aussi, qui a été dit tout à l'heure, sur l'aspect même de la ville coloniale, c'est ce que la colonisation a opéré dans la plupart des pays. Et dans ce sens, je donne raison à Mongo Betty, qui à l'époque avait publié son livre Ville cruelle, il y avait une séparation entre Tanga Nord et Tanga Sud. Donc, dans une de ces villes, c'était la ville coloniale, et dans l'autre, c'était là où il y avait les indigènes. On voyait bien les indigènes qui quittaient le matin pour aller vers la ville blanche, et ils travaillaient
dans de bonnes conditions, la lumière, tout, les routes, et puis le soir, ils retournaient dans leur taudis. Donc toute cette topographie de Pointe-Noire est pratiquement restée, même si de plus en plus la ville s'étend, éliminant les cimetières qui étaient là, les gens s'approprient les terrains, les riches les exproprient, et c'est une certaine architecture qui ne tient pas compte même du futur, dans le sens où chacun construit sans même une autorisation et sans même respecter peut-être la structure de la ville. Oui. Donc c'est peut-être aussi, j'allais dire, dans une certaine mesure, la sensibilisation de nos gouvernants, qu'il faut dire qu'il faut qu'ils pensent la ville, parce que s'ils ne pensent pas la ville, un jour, on se retrouvera vraiment dans une sorte de dédale, comme une sorte de puzzle dans lequel on sera broyé. Déjà même dans cette littérature de nos aînés des années 50, 60, on présentait déjà la ville comme l'endroit qui avalait en quelque sorte les bonnes mœurs que nous avons héritées de nos villages. Mais ça reste toujours pareil. Mais en même temps aussi, quand quelqu'un est dans le quartier un peu plus populaire et qu'il dit « je vais en ville », ça veut dire c'est comme si j'ai quitté ce qu'il considère comme le recul pour aller dans le lieu de progrès. Ce qui ne fait pas le bonheur même de nos aînés qui vont dire vous ne pouvez pas considérer la ville comme le progrès. Le progrès, c'est comment vous faites pour maintenir vos traditions et vous ouvrir au monde. Et Pointe-Noire a cette particularité d'être à la fois une ville qui semble comme une carapace de tortue, mais quand même une ville qui donne une ouverture vers le monde grâce justement à l'océan Atlantique. D'accord. Oui, alors tu viens de soulever un des mots de la ville africaine, mot MAUX, puisque tu nous as donné le mot de Pointe-Noire, le mot comme ce qui caractérise Pointe-Noire. Et là, j'aimerais que qu'on revienne un peu sur ces mots de la ville de Pointe-Noire qui sont vraiment caractérise aussi beaucoup de villes en Afrique subsaharienne, cette espèce d'urbanisation, développement anarchique de la ville, l'étalement urbain, avec toutes les difficultés que cela pose de circulation, de logement de gens, la criminalité, le désœuvrement, le délabrement des mœurs, enfin tout ce qu'on peut. Alors concrètement à Pointe-Noire, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les quartiers autochtones ont changé de nom avec cet étalement? Quels sont les mots qui circulent à Pointe-Noire aujourd'hui par rapport à cette urbanisation? Je pense que cette urbanisation s'est tellement étendue dans les désordres que de plus en plus on a l'impression le centre est en train de devenir pratiquement l'extrémité, parce que la ville ne fait que s'étendre, donc aller plus loin encore. Il y a des quartiers que même personnellement je n'ai jamais visités parce que chaque fois que vous allez, il y a toujours un nouveau quartier qui s'est créé, etc. Il y a toujours des gens qui ont installé leur architecture selon leur volonté. Donc, vous savez tout ce qui peut se passer avec les passes droits. Oui. Et on ne se rend pas compte que on fait le bonheur égoïste de soi-même en ne pensant pas à l'avenir. Une ville qui est bien structurée, qui a une topographie essentielle, permet la circulation de la population, permet aussi la crédibilité de ceux qui veulent investir dans l'immobilier là-bas, et non d'être à un endroit où, du jour au lendemain, on peut vous dire, écoutez, vous êtes sur la route, on va vous écraser tout ça là, et puis on va vous donner juste quelques graines pour essayer de tempérer cette expropriation. Donc moi, quand j'étais arrivé, parce que j'avais quitté Pointe-Noire depuis longtemps, puis j'étais reparti, ce n'était pas facile de se retrouver. Vous pouvez prendre une rue que tout d'un coup, il n'y a plus rien devant.
Ou alors, vous ne pouvez pas continuer parce qu'on a abandonné 2 carcasses de voitures, donc voilà, il faut contourner. D'accord. Ça aussi, c'est peut-être on ignore que l'activité de pouvoir s'occuper de la ville pourrait créer des emplois. Des emplois, bien sûr. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Mais parce que dans cette structure où chacun peut décider ce qu'il peut faire, eh bien, on n'a pas des endroits, par exemple, pour les déchets, pour tout ce qui est détritus. Et donc, les poubelles, ça moncelle. Une grande poubelle peut causer que cette rue, eh bien, on l'emprunte plus. Oui. Et imaginez aussi, même dans la construction de ces villes, de ces rues, on n'a pas fait des canaux d'évacuation, donc les eaux de pluie peuvent rester pendant longtemps. Et ça, c'est vraiment repenser la ville africaine, c'est repenser aussi comment les Ponténégrines et les Ponténégrins peuvent vivre dans un endroit sain où on peut se retrouver. Mais là, c'est comme si vous êtes dans une maison, tout est désordonné, et on vous dit de retrouver une aiguille, vous allez passer toute la nuit. Ah, mais oui. Alors ça rejoint un peu la prochaine question. C'est que alors là tu viens de me parler de ce qui est dérangé. Comme on parle de la maison qui est en désordre, donc c'est dérangé. Oui. Alors comment on range tout ça? Si on te demandait de tracer le dessin de nouveaux Pointe-Noire, mais pas dans le sens nouveau, mais dans le sens plutôt de la réparation, ou de l'arrangement, ranger ce qui est dérangé. Comment procéderont-on, à ton avis, en tant que citoyen, en tant qu'observateur, et puis en tant qu'aussi intellectuel? Je pense que c'est ce qui est déplorable, même après la colonisation ou pendant la colonisation. On n'avait pas pensé peut-être même à la restructuration de la ville en s'inspirant de ce que Haussmann avait fait sur Paris. Oui. Donc on restait toujours dans une sorte d'occupation parfois exagérée de l'espace. Donc là où ça devait être un espace public pour faciliter la circulation, eh bien ça devient, il faut de temps en temps, toujours, sinon à chaque moment, contourner les choses. Et dans ce sens, je pense aussi que Pointe-Noire, dans ce que je pourrais garder, qui est essentiel, c'est que au moins on sait que la rue, l'avenue principale, qu'on appelle l'avenue de l'Indépendance, oui. Elle a le nom qu'il faut d'ailleurs, l'avenue de l'Indépendance, qui quitte depuis la mer là-bas, depuis l'océan Atlantique, traverse tout le milieu du quartier qu'on appelait le quartier 300, le quartier Rex, et qui va jusqu'à Thiétié au fond là-bas. Donc ça traverse la ville. Ça, c'était déjà une belle perspective d'avoir pensé à une artère qui pourrait aller de bout en bout. Mais cependant, cette artère aussi subit quelques déviations à cause peut-être de l'irresponsabilité de la population elle-même. Oui. Moi, à l'époque, quand il y avait si vous avez comme une ville en cercle et puis au milieu il y a le grand boulevard, eh bien la ville se serait étendue non seulement en allant tout droit, mais en prenant des ruelles parallèles qui croiseraient sur des angles bien tracés, etc. Donc ça, ce n'est pas désespéré, ça peut se faire dans ce sens. Parce que si vous faites de l'expropriation et que vous payez les gens selon la valeur de leurs biens, évidemment, n'importe qui peut accepter de prendre l'argent et d'aller construire à côté pour qu'on laisse les artères, pour qu'on établisse peut-être même des voies rapides, etc. Oui. Donc on n'a pas beaucoup utilisé les notions d'architecture qui auraient fait que Pointe-Noire serait cette ville dont on verrait vraiment des concessions, des parcelles bien tracées dans ce sens. Vous pouvez aller entre deux maisons, il y a une maison en planche et deux maisons à étage. Oui. Donc, voilà, ça fait pratiquement désordonné puisqu'on sent déjà que la personne qui est calée en deux immeubles et qui a
qui a une case est une personne qui sera en permanence menacée. Menacée, oui. Dit, elle n'a pas les moyens économiques de pouvoir subsister dans ce sens. Oui. C'est vrai que cette question de ce mélange de populations qui sont paupérisées, d'autres qui sont un peu plus assis, et que tout ça se mélange. Mais moi, je vais revenir aussi un peu aux citoyens, aux habitants de Pointe-Noire. En fait, aux urbains. Mais comment on est urbain à Pointe-Noire? Est-ce que tu disais tout à l'heure que quand on quittait le quartier un peu reculé, populaire, on dit on va en ville, donc on va vers le progrès. Et ça me donne un peu une idée de terroman. Donc, là, il y a, par exemple, dans Vercassé, ça se passe aussi dans une espèce d'urbanité populaire, un peu bidonville, donc, mais tout en étant dans une ville. Mais ça reste l'Afrique. Mais comment cet Africain, donc tu dépeins ces personnages africains, que tu dépeins leur vie dans le cadre de l'Afrique subsaharienne, et en même temps, le même Alain Mambankou nous parle des Africains qui évoluent dans des territoires qui sont plus européens. Là, tu as parlé de Paris, d'Haussmann. Bon, comment ce même Africain qui quitte un quartier populaire de Pointe-Noire, donc se retrouve par des moyens X ou Y en Europe, comment il est urbain dans ces deux territoires-là? Comment ça se passe, cette urbanité, ne serait-ce que dans tes romans? Comment ces personnages, tu les trouves dans leur spécificité? Qu'est-ce qui les rend si attachants? Parce que on peut pas parler de la ville sans parler des urbains, des gens qui habitent dans... Voilà, il faut que la ville soit incarnée. Oui. Là, c'est curieux. Si vous discutez avec un Ponténégrin, voire même Brazzavillois, on a tendance que dans leur esprit, la ville, c'est simplement l'espace qu'occupaient les anciens colons et qui y habitaient. C'est pour ça qu'ils disent nous allons en ville, c'est-à-dire nous allons là où habitaient les Européens et où pour entrer, il fallait montrer patte blanche. Oui. Vous y allez parce que vous étiez cuisinier, parce que vous étiez, chauffeur, je sais pas quoi, militaire. Oui. Voilà. Et même moi, j'avais ce sentiment dans mon enfance. Je voyais bien que nous étions dans un quartier populaire et mon père allait attendre un bus pour aller en ville travailler. Donc la ville est restée, quand on dit urbain, eh ben, le Congolais pense à tort que l'urbanité, c'est simplement parce que vous avez des routes goudronnées de l'autre côté et qu'il y a des maisons à l'image de l'architecture européenne. Mais en même temps aussi, il est difficile pour eux de considérer que la ville doit être une globalité. Dans une ville, c'est tout à fait normal qu'il y ait parfois des distinctions entre les quartiers. Si vous venez par exemple à Paris, le quartier Château Rouge n'est pas forcément le quartier du 5e, du 7e arrondissement. Oui. Et pourtant, c'est ce que nous vivons là-bas. Nous allons à Pointe-Noire, vous avez le centre-ville, donc là où il y a toutes les activités et la mer. Avant le centre-ville, c'est le quartier qui héberge l'un des plus grands marchés, justement, où on vient vraiment pour acheter les produits, les fruits, les légumes, etc. Et après, cette espèce de quartier qui entrecale la cité coloniale, l'ex-cité coloniale et le marché, et puis commence désormais ce qui est, on appelle vraiment les quartiers populaires. Et là, c'est vraiment une certaine construction chaotique. Mais ce qui sauve le chaos de cette architecture, c'est le fait que les gens ont conscience qu'ils savent se déplacer même dans ce désordre architectural. Ils peuvent aller à gauche. C'est pour ça que la police peut arriver dans ces quartiers populaires et ne peut pas y entrer parce qu'il y a des impasses qui ne sont connues que par les habitants. Ces personnages de la ville qui y habitent.
Oui. C'est pour ça que dans mon roman, vous voyez, Petit Piment, ça se passe plutôt après le marché, dans un quartier qu'on appelait Resques, parce que c'est là qu'il y avait le cinéma populaire. Et même bien plus tard, dans le commerce des allongés, Oui. on va plus loin du côté des cimetières, donc on dépasse la ville. Mais aujourd'hui, ces cimetières a disparu, donnant la place aux gens qui viennent occuper les territoires, s'asseoir là, et puis construire des maisons en se disant que l'État ne s'en rendra pas compte avant 100 ans. Voilà. Oui, bien sûr. Donc alors tout à l'heure, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé quand tu parlais de la beauté de Pointe-Noire. Donc tu parlais de la façade maritime, mais aussi le côté ville verte. Et c'est vrai que dans la chanson des Bantous de la capitale, au Brazzaville, pour revenir un peu à ça, il magnifie la nature de Brazza. Et donc il y a une poésie chantée par rapport à ça. Peut-être que ça nous donnera envie de reparler de cette poésie musicale, de cette musique qui chante nos villes. Bon, il y a beaucoup de poètes africains. Je fais un peu une parenthèse par rapport à ça, qui ont parlé de la beauté de la ville, qui ont donné même une identité à la ville par rapport à une chanson. Moi, je vois, par exemple, je sais pas, pour parler des générations beaucoup plus récentes, quand Gaël Faye chante Ça bouge à Boujou, ça donne envie d'aller à Bujumbura. De voir comment ça bouge réellement. Donc il y a toutes ces choses-là. Mais moi je veux parler des habitants de Pointe-Noire, puisque la ville elle est belle. Et les Congolais en général, les deux Congos, ont cette réputation d'être beaux dans le sens esthétique, vestimentaire et tout ça. Alors comment on s'en sort dans cette espèce de désordre et d'esthétique vestimentaire? Est-ce qu'on est toujours aussi beau malgré une ville qui est en train de perdre sa beauté par la force du désordre? On a vu beaucoup de photographies, par exemple, de ces sapeurs qui étaient tirés à quatre épingles sortant d'une maison qui n'a même pas de l'électricité, c'est en planche, il n'y a même pas de l'eau à l'intérieur. Oui. Donc ils sortaient avec des chaussures Weston, des pantalons mais des vestes, et puis ça se promenait devant un public délabré, pieds nus, mais on admirait cette sorte de beauté. Oui. C'est comme si vous retrouvez un diamant à l'intérieur vraiment d'une poubelle. Oui. Et c'est ce seul diamant qui diffuse en quelque sorte la lumière. Et donc, la ville, dans ce sens, devient un esprit vis-à-vis de la population. Il y a un esprit ponténégrin, un esprit qui se dit que je dois rester comme je suis, je dois rester pauvre, même si autour de moi, il y a cette sorte de désordre, j'ai intérêt à être au moins l'ultime lueur qui pourrait éclairer ce tableau très tragique. Voilà. D'accord, ouais, mais c'est très très bien. Alors, on arrive à peu près à la fin de notre conversation autour de Pointe-Noire. Moi, j'avais pas une question, mais simplement te demander si est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aimerais répondre, un sujet que je n'ai pas évoqué dans cette conversation qui te tient un peu à cœur, soit de parler de Pointe-Noire ou de quelque chose d'autre qui a un trait à la question de l'urbanité africaine? Oui, je rajouterais que tout n'est pas forcément Capharnaüm à 100% dans cette ville. Il y a des quartiers qui sont bien, le quartier chic, le quartier Matende, où il y a vraiment parfois par moment des bitumes, des maisons avec des numéros, mais tout de suite vous pouvez tomber encore dans un espace où les noms même pas de rue, où le postier doit en réalité connaître tout le monde, pour savoir que tel habite derrière tel magasin qui lui-même est derrière un arbre, etc., etc. Donc il y a dans ce côté-là, et je trouve même que le centre-ville s'est affiné. Ces sortes de flamboyants que nous avions, cette sorte de peinture parfois blanche, et puis le fait que de plus en plus cette ville, au lieu de se développer selon la couleur locale, elle est en train de se développer plutôt dans le sens
des villes occidentales. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un, il est allé, il a vu une maison en marbre, et ben il vient poser sa maison en marbre au milieu des déshérités, par exemple. Donc c'est peut-être... Et puis maintenant, tout le monde va commencer à construire autour. Parce que selon que 2 ou 3 bâtisses seraient plus que luxueuses, ça va entraîner un effet de chaîne et de concurrence entre les Ponténégrins pour se dire, tu as construit 3 étages, moi j'en ai construit 4. Et j'ai vu cet exemple au Bénin où 2 femmes se battaient à coup de construction des voisines. Oui. Il a mis 7, il a ajouté 8. Et au fond, ils sont allés tellement loin que quand vous regardez les immeubles, ils ont l'air d'être penchés et pourraient tomber un jour ou l'autre. En cas de secousse terrestre. Oui, d'accord. Oui, donc c'est vrai que ça pose aussi cette question-là. Et aujourd'hui, il est une question aussi qui est primordiale, qui nous concerne beaucoup, nous, les acteurs de la construction, c'est de comprendre comment ces villes avec le climat, parce que au début de mon propos, j'ai vraiment situé ces villes sur les latitudes tropicales. Comment construit-on dans ces endroits-là? Ce sont les discussions que nous menons et que le climat, la végétation, les matériaux locaux sont aussi des réponses que nous essayons de donner à la fabrication de la ville en tenant compte des spécificités des urbains qui sont différents d'un endroit à un autre, même s'il y a des spécificités qui se regroupent. Donc, voilà, mais vraiment, je te remercie pour cette pour cette conversation. Et puis, je pense qu'il y a un sujet qui se dégage là sur les questions de la poésie urbaine. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel nous allons travailler et à ce moment-là, on te sollicitera pour qu'il y ait cette dimension aussi, mais beaucoup plus poussée. Comment la poésie donne-t-elle une âme à la ville? C'est vrai que vraiment les chansons que l'on a un peu partout, beaucoup. Moi, par exemple, mon enfance, j'ai été bercé par la chanson de Francis Bébé, Kinshasa. Il chante Kinshasa en langue douala, mais que je comprends très bien, puisque moi je suis originaire de Douala, et je suis mais vraiment happé par cette chanson. À chaque fois, je l'écoute constamment chez moi. Et puis, il y a Ouagadougou, il a chanté Ouagadougou, il y a Daouda qui a chanté Lomé. Et donc, il y a tout un ensemble de musique comme ça sur la question. Et je parle même pas de Hilarion Guéma qui a chanté Libreville. Et donc, ce sont des chansons qui ont bercé notre espace. Là, de l'Afrique centrale, Hilarion Guéma, moi, à l'époque, je ne pensais même pas que Hilarion Guéma était gabonais. Pour moi, tout ce qui passait dans Radio Cameroun, c'était des Camerounais. Claude Nougaro, qui chantait dans Radio Cameroun, ses chansons, pour moi, c'était des Camerounais. Tu vois, ça peut arriver. Il y a quelqu'un qui développait mon livre sur France Inter. Il a dit, voilà, Alain Mabankou, qui connaît bien la communauté camerounaise lui-même, nous compte dans Ramsès. Donc il est parti, il pensait que c'était le roman d'un Camerounais. Ah ben bien sûr. Moi, je me suis dit, laissez, il y a des personnages camerounais là-bas, et puis c'est un peu, c'est-à-dire les chansons qui ont été faites sur Pointe-Noire n'ont pas eu les mêmes échos que les chansons des autres villes, parce que les autres chansons étaient chantées déjà par des musiciens bien installés. Bien installés, oui. Les Francis Bébé, tout le monde connaissait, etc. Un peu comme le soir au village de Manu Dibango, oui, tout le monde connaît, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Nous, on a des groupes comme les Sosoliso ou les Ça commence à de Pointe-Noire, c'était des groupes pratiquement locaux à l'intérieur de la ville. Et qu'on retrouve même dans Ramsès de Paris, Benoît ou Berado vivait dans cette sorte de ville de Pointe-Noire et va venir en Afrique. Et même si on s'est dit que dans cette description des villes, dans ces chansons qui se faisaient, les Sosolis et les Sacomans, ça ne représentait rien sur le plan national déjà,
Il représentait simplement quelque chose sur le plan local, de la ville. Oui. Et il chantait dans le sens, voilà, j'ai pris la résolution de me promener le long des rues des Pointe-Noires, à gauche et à droite, c'est toujours ambiance, il y a de le mouvement, voilà, et tout le monde me parle de Pointe-Noire. C'était des chansons dédiées, des chansons d'amour, mais qui n'ont pas connu le destin universel. Qui n'ont pas, oui, voilà. À cause, voilà, de l'espace de diffusion. Ok. Merci beaucoup, Alain Mambankou. C'était conversation entre deux portes et deux salons. Bonne soirée. Merci beaucoup. À très, très bientôt, cher ami. À très bientôt. Merci.